Bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci de nous avoir reçus dans le colloque. Je m'appelle Simon Cousteau, je suis urbaniste de la communauté métropolitaine de Québec. Je suis accompagné de Jonathan Boucher au Service canadien des forêts. Ça nous fait plaisir de vous présenter un projet qu'on a mené au cours des derniers mois dans la communauté métropolitaine de Québec sur l'évaluation de l'aléa incendie de végétation sur l'ensemble de notre territoire. D'abord, petite mise en contexte, je ne vous apprendrai rien. À l'été 2023, on a vécu au Canada des incendies majeurs qui ont impacté beaucoup de communautés, à la fois au Québec, dans l'Est et dans l'Ouest. On en a vu une certaine prise de conscience nationale de cet enjeu-là, notamment avec les conséquences que ça pouvait avoir sur les communautés. Pour nous, les gens de Québec, ce qui nous a marqué le plus, c'est sur les photos, vous voyez l'incendie qui a affecté la périphérie d'Halifax, donc le Upper Tantallon. C'est un feu qui s'est déplacé très rapidement, qui a ravagé plus d'une centaine de résidences en très peu de temps, qui a dépassé la capacité des autorités municipales à intervenir. Et c'est dans un secteur qui est globalement à risque faible. Donc, on a réalisé que le risque est peut-être faible, mais il n'est jamais de zéro. Et c'est un risque qu'on voit aussi dans la région de Québec. Donc, on s'est dit, si ça arrive là-bas, mais ça peut probablement arriver dans un secteur comme la grande région de Québec. Donc, on en est venu à se poser la question, quels sont les risques pour les territoires du sud du Québec, notamment dans la grande région de Québec. Donc, la CM Québec, la communauté métropolitaine de Québec, on est une instance supramunicipale de planification et de coordination qui regroupe 5 partenaires régionaux qui sont l'agglomération de Québec, la ville de Lévis et les MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. On a des territoires non organisés que vous voyez en pointillé. Donc, c'est un territoire qui s'étale sur près de 10 000 km². C'est très grand. Un territoire très diversifié avec du relief parfois, aussi des grandes forêts, des zones agricoles, des milieux périurbains aussi qui habitent de plus en plus dans la forêt et qui se rapprochent de ces forêts avec des combustibles assez élevés. Donc, cette proximité de l'humain et de la forêt cause un historique connu de début d'incendie. Vous voyez sur la carte presque 600 débuts d'incendie qui ont été répertoriés dans les 30 dernières années, ces 30 dernières années. Donc, c'est pas beaucoup si on se compare avec une région comme la Côte-Nord ou la Abitibi, mais c'est quand même substantiel. Et on voit évidemment, c'est vraiment dans la périphérie où ce que l'humain rencontre la forêt qu'on a début d'incendie. Donc, c'est des débuts d'incendie qui sont majoritairement d'origine humaine. 90% de nos feux sont de cause accidentelle. C'est des petits feux, mais qui sont rapidement maîtrisés par nos équipes municipales. Il y a quand même un enjeu là. Lorsqu'on regarde ces cartes-là, c'est pas l'Alberta, mais il y a quand même quelque chose qui nous allumait là-dessus. Donc, quelques cas d'espèce dans la région de Québec, un feu à Val-Bélair, en périphérie de Québec, en mai 2020, qui a mobilisé plus de 80 pompiers pendant 48 heures, un feu d'origine humaine dans la périphérie et qui a eu certains impacts, heureusement pas sur les infrastructures. Et encore, la semaine passée, en avril 2025, on a eu aussi un début d'incendie dans le quartier de Saint-Émile, nord de Québec. Donc, ce n'est pas des gros incendies, ils ne font pas nécessairement les manchettes, mais on a des petits débuts comme ça sur le territoire. Donc, avec cette historique-là, lorsqu'on croise l'historique à ce qui s'est passé à Halifax, on se dit, bien, peut-être qu'on devrait mieux comprendre la prédisposition de notre territoire aux incendies de végétation. L'idée, c'était d'avoir un grand portrait pour appuyer la prise de décision, notamment en urbanisme et en sécurité civile et sécurité incendie. Donc, on a mis en place une démarche collaborative innovante à la CN Québec. D'abord, un partenariat stratégique assez fort, surtout avec le Service canadien des forêts de ressources naturelles Canada, pour s'appuyer sur une expertise qui était reconnue, il est toujours, et avec un modèle adapté que Jonathan va vous présenter. Un modèle qui est adapté, selon nous, à un grand territoire de 10 000 km², et aussi pour ce qu'on voulait faire de la donnée, mais c'était essentiel le partenariat avec Ressources naturelles Canada. On a aussi mis en place un partenariat avec les ministères québécois. Il y a plusieurs initiatives en ce moment au gouvernement du Québec en matière d'incendie de végétation. On voulait arriver et s'insérer dans ces démarches-là pour en faire quelque chose de novateur. Ultimement, selon moi, c'est le partenariat le plus fort qu'on a mis en place avec nos municipalités. On a 28 municipalités sur le territoire.
L'idée, c'était de produire une donnée qui allait être utile pour ces partenaires-là. C'est beau faire la modélisation d'aléas, mais dans notre cas, c'est vraiment pour que ça puisse servir aux gens de la sécurité civile, sécurité incendie et de l'aménagement du territoire. Donc, très tôt dans le processus, on les a assis sur des tables pour réfléchir aux enjeux, réfléchir aussi à quel type de données qu'on devrait produire pour ces partenaires. Donc, la portée innovante de notre projet, bien, premièrement, c'est le premier projet au sud du Québec qui s'intéresse à cet enjeu-là et qui s'insère aussi en amont d'événements de grande ampleur. Donc, on était un peu en amont de la parade. On n'a pas vécu de grands événements d'incendie dans la région. Donc, on s'est dit, on va aller chercher la connaissance pour au moins savoir si c'est possible et à quel niveau ça peut se produire. Vous l'avez peut-être remarqué, je parle d'incendie de végétation plutôt que de forêt. Donc, dans la région de Québec, on a beaucoup de zones agricoles et pour nous, c'était primordial de s'intéresser aussi à la végétation de base, donc les feux de brousse. On pense entre autres à l'île d'Orléans, qui n'a pas vraiment de grandes forêts, mais plus des étendues agricoles très grandes. Donc, portée très innovante, le projet qu'on s'est intéressé à la végétation de base aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'incendie de végétation plutôt que de forêt. Ultimement, on a utilisé une méthodologie unique et reconnue, comme P3 que Jean-Antoine va vous présenter rapidement, qui a dû être adaptée à notre territoire, mais qui était vraiment bonne pour une échelle aussi grande d'un territoire urbain aussi. Donc, Jonathan, je te laisse. Merci, Philippe. Merci, Simon. Je vais faire un survol très haut niveau de la méthodologie qu'on utilise, puis des outils qu'on utilise pour modéliser l'aléa incendie de forêt ou de végétation. Premièrement, l'aléa, dans notre méthodologie, on l'a défini comme étant la combinaison de la probabilité qu'il y ait un incendie sur la région donnée et aussi la magnitude de cet incendie-là. En termes de magnitude, on réfère à la vitesse de propagation des feux et à l'intensité qui dégage, donc l'énergie qui est dégagée lors des feux. Puis ça, c'est très important quand on parle à tout ce qui est réponse à l'incendie. Donc, combien de temps j'ai pour me rendre à l'incendie avant qu'il atteigne une infrastructure, par exemple, on parle de la vitesse de propagation. Puis, quel genre d'outils je dois prendre pour combattre l'incendie? Bien là, l'intensité, évidemment, l'énergie qui est dégagée. Est-ce que, avec les pompiers au sol, des outils manuels, on est correct ou on a besoin d'eau ou on a besoin des avions citernes, par exemple? Puis, même si le feu est encore plus puissant en termes d'énergie dégagée, avec une intensité plus élevée, bien là, nos outils sont plus adaptés et donc il faut évacuer. On s'est intéressé à ces aspects-là. Puis pour vous amener un petit peu plus de contexte sur la façon dont on regarde, on décrit les incendies de forêt, mais vous avez probablement tous entendu parler du triangle de feu. Donc, pour avoir de la combustion, on a besoin du combustible, de l'oxygène et d'une source de chaleur pour un allumage. Mais lorsqu'on s'intéresse aux aspects de la magnitude, donc de comportement d'incendie, on parle plutôt du triangle du comportement de feu. Puis là, on s'intéresse à des aspects à plus grande échelle. On s'intéresse au combustible, mais sous la forme de la végétation en place. On parle du type de peuplement forestier, par exemple, de sa structure, de la charge combustible, donc la quantité de biomasse qui est disponible à brûler, etc. On s'intéresse à la topographie. Un feu va se déplacer plus rapidement en montant une pente qu'en la descendant. Puis de la météo, évidemment, Philippe en a parlé de long en large juste avant nous. Très important. Chez nous, Philippe en a parlé aussi. Chez nous, je parle au Canada, on a la méthode canadienne d'évaluation des dangers d'incendie de forêt qui a été développée à la base du Service canadien des forêts. C'est un outil qui est disponible depuis le début des années 90, qui est utilisé quotidiennement par toutes les agences de gestion de feu au Canada pour, à travers la méthode de l'IFM dont Philippe a parlé, pour quantifier et suivre l'état d'assèchement de la végétation, suivre à quel point elle est prête à brûler ou non. Puis, on a la méthode canadienne de prévision du comportement d'incendie qui intègre à ce moment-là les combustibles, la topographie et la méthode IFM pour avoir les trois éléments du triangle de comportement de feu pour estimer le comportement potentiel, donc la vitesse de propagation en mètres minutes et l'intensité du feu en kilowatts par mètre. Lorsqu'on s'intéresse à la probabilité de brûler dans un paysage, bien là, on recule d'une échelle encore, puis on regarde ce qu'on appelle le régime de feu. On s'intéresse donc évidemment au combustible, mais à plus grande échelle. Donc, comment le paysage au niveau de la végétation est structuré. Le climat de la région en question, puis on s'intéresse aussi aux sources d'allumage. Est-ce que les allumages sont fréquents? Est-ce qu'ils sont de sources de foudre ou sont de sources de causes humaines? Ça va changer le patron spatial relié à ces éditions-là.
Donc, évidemment, pour quantifier l'aléa et l'estimer, on s'intéresse à tous ces éléments-là ensemble. On a développé au Service canadien des forêts un outil qui s'appelle Burn P3, qui est en train d'être renouvelé sous la forme de Burn P3 Plus, qui va permettre plus de flexibilité, mais cet outil-là a comme fondement la méthode canadienne d'évaluation des dangers d'incendie de forêt. Puis, cet outil-là nous permet de simuler des feux dans le paysage. Donc, on lance un allumage, le feu se propage selon la méthode canadienne, donc selon le combustible qu'on lui met, la topographie et la météo. Dans ce cas-là, lorsqu'on veut quantifier l'aléa avec Burn P3, on doit d'abord définir le régime de feu local. Donc, dans notre cas, on a pris les combustibles pour la région de la CNQ. On a ensuite regardé les allumages. Simon vient de nous en parler rapidement. Ça nous permet de voir, de faire un patron spatial des allumages qui vont être utilisés dans l'outil afin de simuler le plus de feux où il y en a historiquement plus, donc autour des communautés, au bas, le long du fleuve, si on veut, puis plus dans les régions des territoires non organisés. Il y a évidemment moins de feux dans ces secteurs-là. On en simule donc moins. Ensuite, au niveau du climat et de la météo, on a utilisé des réanalyses pour utiliser de la météo historique. On met tout ça dans le modèle, on simule dans ce cas-ci, comme c'était des petits feux, des très petits feux historiquement à la CMQ, on a simulé 5 millions d'allumages sur le territoire. Puis ce qu'on obtient, ben, c'est euh, une superposition, j'allais dire overlay, une superposition de tous les périmètres brûlés et donc de l'intensité de chacun des feux à toutes les échelles spatiales qui sont de 1 hectare, finalement, la résolution. Puis on obtient une carte de probabilité de brûler en intersectant tous les feux. Par la suite, comme on a à chaque endroit du feu l'intensité potentielle, on génère une carte, dans ce cas-ci, de l'intensité moyenne. C'est très petit, je ne voulais pas qu'on focus sur le résultat comme tel plutôt que sur la méthode. On voit évidemment des patrons spatiaux qui se définissent, qui corrèlent quand même bien avec la carte de combustible, mais qui sont aussi très liés au patron d'allumage et évidemment au climat local qu'on ne voit pas sur les cartes. Et ensuite, on avait au niveau de la vitesse de propagation. On combine les deux ensemble pour obtenir ce qu'on appelle la carte de l'aléa, en ce cas-ci, intensité de feu. On a une échelle de couleur qui est double, une espèce de matrice où sur la verticale, on a la probabilité et sur l'horizontale, on a la magnitude de l'aléa en question qui est ici intensité de l'incendie. Puis ensuite, on a la vitesse de propagation. À ce niveau-là de résolution, on voit très peu de différence, mais proche des communautés, c'est là qu'on voit vraiment une différence au niveau de l'aléa en question. Après avoir appliqué tout ça, ben, les grands constats qu'on en a fait pour la CMQ, ben, en bâtissant tout le régime de feu, on l'a évidemment comparé au régime de feu ailleurs dans la province ou même ailleurs au pays. Puis on savait et on s'est rendu compte que l'aléa est globalement faible dans la région de Québec, comparativement à bien d'autres endroits. On pense évidemment à la forêt boréale qui est vraiment plus propice aux feux de forêt. Les feux sont relativement peu fréquents, sont de très petite taille, majoritairement de cause humaine, de faible intensité, ce qui aide aussi à réduire la taille des feux. Lorsqu'il y a des humains qui l'allument, ben, il y a évidemment plus de chances qu'un humain le rapporte ou fasse des actions pour arrêter le feu. Et de faible intensité, ben, ça aide aussi à garder les feux plus petits. Puis c'est lié beaucoup à la végétation en place. Il y a certaines zones qui sont davantage prédisposées. Il y a des zones où le combustible est beaucoup plus inflammable. On pense au TNO où il y a beaucoup plus de forêts de type boréal, beaucoup plus de conifères. Les conifères brûlent vraiment avec beaucoup plus d'intensité puisque leur feuillage est moins gorgé d'humidité, relativement parlant, par rapport aux feuillus. Les zones périurbaines, les activités humaines rencontrent le combustible. Il y a des zones qui sortent avec un aléa plus élevé, évidemment, dû à la fréquence plus grande des allumages. Un petit peu plus de combustible de type herbe aussi dans ces secteurs-là qui amène une propagation assez rapide des feux dans ces secteurs-là. Puis sinon, évidemment, ben, il y a des endroits où les conditions potentielles peuvent être quand même critiques. Si les conditions météo le permettent. La fréquence est moins élevée dans ce secteur-ci que dans d'autres secteurs en province, mais on peut quand même, si les conditions sont bonnes, générer des intensités élevées. Ici, on a mis l'exemple de 4000 kW. C'est au-delà des capacités de suppression des pompiers au sol avec des boyaux et de l'eau. Puis la vitesse de propagation peut aussi être assez critique, là, donc nécessiter des actions très rapides et des moyens de suppression adaptés.
Je te passe la parole. Ah ben, juste avant, j'avais pris un petit screenshot avec les encerclés qui sont là pour vous montrer qu'il y a des différences assez significatives par rapport à l'échelle. Donc, il y a des endroits qui sont plus près des communautés où la probabilité, c'est là qu'on voit que la probabilité est plus importante que la magnitude comme telle, alors que dans d'autres secteurs, la probabilité est faible d'avoir des feux, mais l'impact de ces feux-là va être plus élevé. Donc, oui, il y a une prédisposition globalement faible, mais quand même une donnée qu'on n'avait pas avant. Oui, je vais accélérer. On a vu des retombées quand même concrètes de ce projet-là déjà en amont avec la production de résultats de bonne P3. On a rencontré les municipalités, on a réalisé que ça permet un soutien très direct à la municipalité locale, une connaissance de leur territoire, puis surtout de l'ADA qu'elle n'avait pas avant qu'on fasse le projet. On voit déjà que ça aide la prise de décision éclairée en urbanisme, en sécurité incendie. Et ça vient aider là, à justifier certains investissements et à sensibiliser notamment les citoyens, les élus. En ayant certaines zones sur le territoire où on sait la prédisposition un peu plus élevée, ça permet un peu plus d'intervenir précisément sur le territoire. Donc, on a aussi une intégration dans les politiques publiques. Il y a des plans climat qui sont en élaboration dans nos municipalités régionales. Il y a des schémas de couverture de risque incendie, des plans régionaux de résilience qui s'en viennent en lien avec le projet de loi 50 en sécurité civile. Donc, tout ça, c'est des choses que les municipalités doivent produire. C'est des obligations légales. Mais la connaissance qu'on a acquise, elle vient en bon temps. Elle va pouvoir s'intégrer dans ces politiques publiques-là. Effectivement, l'interdisciplinarité, c'est une belle retombée de ce projet-là, mais c'est aussi un grand défi qu'on a. C'est la conciliation entre tous ces enjeux-là, entre l'urbanisme d'un côté, la sécurité civile, la sécurité incendie. On peut protéger l'environnement, mais on peut aussi protéger la sécurité des personnes et des biens, la gestion forestière, les travaux publics. En plus, il y a d'autres aléas, il y a une inondation, etc. Donc, ça fait une superposition, une conciliation assez importante et ça demande un défi à l'échelle métropolitaine. Bon, maintenant, très rapidement, en ce moment, on est en train de faire la mise en œuvre et l'appropriation locale de nos résultats par les municipalités locales. On est en train de développer des outils géomatiques, des formations de la vulgarisation. C'est en sorte que la donnée produite est vraiment intéressante, mais il faut encore plus l'affiner en termes de vulgarisation et de pédagogie auprès de nos partenaires. Vous voyez des débuts là, de nouvelles données qu'on a produites avec d'autres outils pour arriver avec des résultats qui parlent encore plus à nos équipes municipales. On va peut-être très rapidement faire une meilleure sensibilisation puis une meilleure communication, notamment lorsqu'il y a des interdictions de feu à ciel ouvert. On veut aller réduire le nombre de débuts d'incendie d'origine entreprise. J'ai dit c'est 90% de nos feux dans les 30 dernières années qui sont d'origine humaine. Donc, si on peut cibler ça et les réduire, bien, essentiellement, on vient de réduire le risque dans son ensemble. On a un enjeu de communication. On n'a pas regardé beaucoup de cartes aujourd'hui parce qu'on n'est pas rendu là encore, on n'est pas prêt à communiquer ce risque-là. Mais dans un contexte de faible probabilité, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on communique ça aux citoyens alors que la probabilité est très faible? Bien, il y a un enjeu là de notre côté. Enfin, il y a des perspectives très intéressantes, mais il y a aussi des angles morts dans notre projet. On a d'autres phases qu'on veut aller intégrer, notamment la vulnérabilité. On veut croiser avec d'autres aléas, avec l'inondation. Qu'est-ce qu'il y a comme interrelation? On veut aussi aborder la qualité de l'air, les changements climatiques concrètement. Il y a des bases de données qui sont en train de se produire à notre échelle et il y a certainement un bon dialogue qui a été entrepris avec les ministères, organismes, la CIM Québec, les MRC, les municipalités. Donc, ça fait un très beau dialogue sciences, praticiens pour la résilience d'un territoire métropolitain. Puis, ultimement, l'angle mort actuel, c'est les acteurs de l'immobilier. Vous avez peut-être vu là, en lien avec les zones inondables. Il y a des enjeux immobiliers lorsqu'on sort de la carte de zone inondable. On a la même préoccupation avec ce type de données-là. Est-ce que ça aura une réaction négative sur le terrain? Et donc, on a une préoccupation là, de bien s'aligner avec les acteurs de l'immobilier. Donc, en conclusion, c'est un projet, selon moi, qui a ouvert un très beau dialogue sciences et communauté métropolitaine et municipalité. Ça nous a montré les interrelations qu'on a à l'échelle d'un territoire. Les municipalités se sont parlé. La sécurité incendie aussi, qui n'avait jamais vraiment été impliquée en amont des sinistres, commence à l'être davantage. Donc, c'est un super beau projet. Merci.